Émile Zola, Thérèse Raquin. Chapitre 21. Deuxième partie. Laurent et Thérèse avaient commencé le récit muet au jour de leur première entrevue dans la boutique. Puis les souvenirs étaient venus un à un, en ordre. Ils s'étaient comptés les heures de volupté, les moments d'hésitation et de colère, le terrible instant du meurtre. C'est alors qu'ils avaient serré les lèvres, cessant de causer de ceci et de cela, par crainte de nommer tout à coup Camille sans le vouloir. Et leurs pensées, ne s'arrêtant pas, les avaient promenés ensuite dans les angoisses, dans l'attente peureuse qui avait suivi l'assassinat. Ils arrivèrent ainsi à songer au cadavre du noyé étalé sur une dalle de la morgue. Laurent, dans un regard, dit toute son épouvante à Thérèse, et Thérèse, poussée à bout, obligée par une main de fer à desserrer les lèvres, continua brusquement la conversation à voix haute. « Tu l'as vu à la morgue ?» demanda-t-elle à Laurent sans nommer Camille. Laurent paraissait s'attendre à cette question. Il la lisait depuis un moment sur le visage blanc de la jeune femme. « Oui » répondit-il d'une voix étranglée. Les meurtriers eurent un frisson. Ils se rapprochèrent du feu, ils étendirent leurs mains devant la flamme, comme si un souffle glacé eût subitement passé dans la chambre chaude. Ils gardèrent un instant le silence, pelotonnés, accroupis. Puis Thérèse reprit sourdement. Paraissait-il avoir beaucoup souffert ? Laurent ne put répondre, il fit un geste d'effroi, comme pour écarter une vision ignoble. Il se leva, alla vers le lit, et revint avec violence, les bras ouverts, s'avançant vers Thérèse. « Embrasse-moi » lui dit-il en tendant le cou. Thérèse s'était levée, toute pâle dans sa toilette de nuit. Elle se renversait à demi, le coude posé sur le marbre de la cheminée. Elle regarda le cou de Laurent. Sur la blancheur de la peau, elle venait d'apercevoir une tache rose. Le flot du sang lui montait, agrandit cette tache, qui devint d'un rouge ardent. « Embrasse-moi, embrasse-moi » répétait Laurent, le visage et le cou en feu. La jeune femme renversa la tête davantage pour éviter un baiser, et, appuyant le bout de son doigt sur la morsure de Camille, elle demanda à son mari. « Qu'as-tu là ? Je ne te connaissais pas à cette blessure. » Il sembla à Laurent que le doigt de Thérèse lui trouait la gorge. Au contact de ce doigt, il eut un brusque mouvement de recul, en poussant un léger cri de douleur. « Ça » dit-il en balbutiant, « ça ?» Il hésita, mais il ne put mentir, et dit la vérité malgré lui. « C'est Camille qui m'a mordu, tu sais, dans la barque. Ce n'est rien, c'est guéri. Embrasse-moi, embrasse-moi. » Et le misérable tendait son cou qui le brûlait. Il désirait que Thérèse le baisât sur la cicatrice. Il comptait que le baiser de cette femme apaiserait les 1000 piqûres qui lui déchiraient la chair. Le menton levé, le cou en avant, il s'offrait. Thérèse, presque couchée sur le marbre de la cheminée, fit un geste de suprême dégoût et s'écria d'une voix suppliante. « Oh non, pas là, il y a du sang !» Elle retomba sur la chaise basse, frémissante, le front entre les mains. Laurent resta stupide. Il abaissa le menton et regarda vaguement Thérèse. Puis, tout d'un coup, dans une étreinte de bête fauve, il lui prit la tête dans ses larges mains et, de force, lui appliqua les lèvres sur son cou, sur la morsure de Camille. Il écrasa un instant cette tête de femme contre sa peau. Thérèse s'était abandonnée. Elle poussait des plaintes sourdes. Elle étouffait sur le cou de Laurent. Quand elle se fut dégagée de ses doigts, elle s'essuya violemment la bouche. Elle cracha dans le foyer. Elle n'avait pas prononcé une parole. Laurent, honteux de sa brutalité, se mit à marcher lentement, allant du lit à la fenêtre. La souffrance seule, l'horrible cuisson lui avait fait exiger un baiser de Thérèse, et, quand les lèvres de Thérèse s'étaient trouvées froides sur la cicatrice brûlante, il avait souffert davantage. Ce baiser obtenu par la violence venait de le briser. Pour rien au monde il n'aurait voulu en recevoir un second, tant le choc lui avait été douloureux. Et il regardait la femme avec laquelle il devait vivre et qui frissonnait, pliée devant le feu, lui tournant le dos. Il se répétait qu'il n'aimait plus cette femme, et que cette femme ne l'aimait plus. Pendant près d'1 heure, Thérèse resta affaissée. Laurent se promena de long en large, silencieusement. Tous deux s'avouaient avec terreur que leur passion était morte, qu'ils avaient tué leur désir en tuant Camille. Le feu se mourait doucement, un grand brasier rose luisait sur les cendres. Peu à peu, la chaleur était devenue étouffante dans la chambre, les fleurs se fanaient, alanguissant l'air épais de leur senteur lourde. Tout à coup, Laurent crut avoir une hallucination. Comme il se tournait, revenant de la fenêtre au lit, il vit Camille dans un coin plein d'ombre, entre la cheminée et l'armoire à glace. La face de sa victime était verdâtre et convulsionnée, telle qu'il l'avait aperçue sur une dalle de la morgue. Il demeura cloué sur le tapis, défaillant, s'appuyant contre un meuble. Au râle sourd qu'il poussa, Thérèse leva la tête. « Là, là !» disait Laurent d'une voix terrifiée. Le bras tendu, il montrait le coin d'ombre dans lequel il apercevait le visage sinistre de Camille. Thérèse, gagnée par l'épouvante, vint se serrer contre lui. « C'est son portrait » murmura-t-elle à voix basse, comme si la figure peinte sur son ancien mari eût pu l'entendre. « Son portrait » répéta Laurent dont les cheveux se dressaient. « Oui, tu sais, la peinture que tu as faite. Ma tante devait la prendre chez elle, à partir d'aujourd'hui. Elle aura oublié de le décrocher. Bien sûr, c'est son portrait. » Le meurtrier hésitait à reconnaître la toile. Dans son trouble, il oubliait qu'il avait lui-même dessiné ses traits heurtés, étalé ses teintes sales qui l'épouvantaient. L'effroi lui faisait voir le tableau tel qu'il était, ignoble, mal bâti, boueux, montrant sur un fond noir une face grimaçante de cadavre. Son œuvre l'étonnait et l'écrasait par sa laideur atroce. Il y avait surtout les 2 yeux blancs, flottant dans les orbites molles et jaunâtres, qui lui rappelaient exactement les yeux pourris du noyé de la morgue. Il resta un moment haletant, croyant que Thérèse mentait pour le rassurer, puis il distingua le cadre, il se calma peu à peu. « Va le décrocher » dit-il tout bas à la jeune femme. « Oh non, j'ai peur » répondit celle-ci avec un frisson. Laurent se remit à trembler. Par instants, le cadre disparaissait. Il ne voyait plus que les 2 yeux blancs qui se fixaient sur lui longuement.
Je t'en prie, reprit-il en suppliant sa compagne, va le décrocher. Non, non. Nous le tournerons contre le mur, nous n'aurons plus peur. Non, je ne puis pas. Le meurtrier, lâche et humble, poussait la jeune femme vers la toile, se cachait derrière elle, pour se dérober au regard du noyé. Elle s'échappa, et il voulut payer d'audace. Il s'approcha du tableau, levant la main, cherchant le clou. Mais le portrait eut un regard si écrasant, si ignoble, si long, que Laurent, après avoir voulu lutter de fixité avec lui, fut vaincu et recula, accablé, en murmurant « Non, tu as raison Thérèse, nous ne pouvons pas, ta tante le décrochera demain. » Il reprit sa marche de long en large, baissant la tête, sentant que le portrait le regardait, le suivait des yeux. Il ne pouvait s'empêcher par instant de jeter un coup d'œil du côté de la toile, alors, au fond de l'ombre, il apercevait toujours les regards ternes et morts du noyé. La pensée que Camille était là, dans un coin, le guettant, assistant à sa nuit de noces, les examinant, Thérèse et lui, acheva de rendre Laurent fou de terreur et de désespoir. Un fait dont tout autre aurait souri, lui fit perdre entièrement la tête. Comme il se trouvait devant la cheminée, il entendit une sorte de grattement. Il pâlit, il s'imagina que ce grattement venait du portrait, que Camille descendait de son cadre, puis il comprit que le bruit avait lieu à la petite porte donnant sur l'escalier. Il regarda Thérèse que la peur reprenait. « Il y a quelqu'un dans l'escalier, murmura-t-il. Qui peut venir par là ?» La jeune femme ne répondit pas. Tous deux songeaient au noyé. Une sueur glacée mouillait leurs tempes. Ils se réfugièrent au fond de la chambre, s'attendant à voir la porte s'ouvrir brusquement en laissant tomber sur le carreau le cadavre de Camille. Le bruit continuant plus sec, plus irrégulier, ils pensèrent que leur victime écorchait le bois avec ses ongles pour entrer. Pendant près de 5 minutes, ils n'osèrent bouger. Enfin, un miaulement se fit entendre. Laurent, en s'approchant, reconnut le chat tigré de Madame Raquin qui avait été enfermée par mégarde dans la chambre et qui tentait d'en sortir, en secouant la petite porte avec ses griffes. François eut peur de Laurent. D'un bond, il sauta sur une chaise, le poil hérissé, les pattes roidies. Il regardait son nouveau maître en face, d'un air dur et cruel. Le jeune homme n'aimait pas les chats, François l'effrayait presque. Dans cette heure de fièvre et de crainte, il crut que le chat allait lui sauter au visage pour venger Camille. Cette bête devait tout savoir, il y avait des pensées dans ses yeux ronds, étrangement dilatés. Laurent baissa les paupières, devant la fixité de ses regards de brute. Comme il allait donner un coup de pied à François. « Ne lui fais pas de mal !» s'écria Thérèse. Ce cri lui causa une étrange impression. Une idée absurde lui emplit la tête. Camille est entrée dans ce chat, pensa-t-il. Il faudra que je tue cette bête, elle a l'air d'une personne. Il ne donna pas le coup de pied, craignant d'entendre François lui parler avec le son de voix de Camille. Puis il se rappela les plaisanteries de Thérèse, au temps de leur volupté, lorsque le chat était témoin des baisers qu'ils échangeaient. Il se dit alors que cette bête en savait trop, et qu'il fallait la jeter par la fenêtre. Mais il n'eut pas le courage d'accomplir son dessein. François gardait une attitude de guerre, les griffes allongées, le dos soulevé par une irritation sourde. Il suivait les moindres mouvements de son ennemi avec une tranquillité superbe. Laurent fut gêné par l'éclat métallique de ses yeux. Il se hâta de lui ouvrir la porte de la salle à manger, et le chat s'enfuit en poussant un miaulement aigu. Thérèse s'était assise de nouveau devant le foyer éteint. Laurent reprit sa marche du lit à la fenêtre. C'est ainsi qu'ils attendirent le jour. Ils ne songèrent pas à se coucher, leur chair et leur cœur étaient bien morts. Un seul désir les tenait, le désir de sortir de cette chambre où ils étouffaient. Ils éprouvaient un véritable malaise à être enfermés ensemble, à respirer le même air. Ils auraient voulu qu'il y eût là quelqu'un pour rompre leur tête-à-tête, pour les tirer de l'embarras cruel où ils étaient, en restant l'un devant l'autre sans parler, sans pouvoir ressusciter leur passion. Leur long silence les torturait. Ces silences étaient lourds de plaintes amères et désespérées, de reproches muets, qu'ils entendaient distinctement dans l'air tranquille. Le jour vint enfin, sale et blanchâtre, amenant avec lui un froid pénétrant. Lorsqu'une clarté pâle eut empli la chambre, Laurent qui grelottait se sentit plus calme. Il regarda en face le portrait de Camille et le vit tel qu'il était, banal et puéril. Il le décrocha en haussant les épaules, en se traitant de bête. Thérèse s'était levée et défaisait le lit pour tromper sa tante, pour faire croire à une nuit heureuse. « Ah, ça, lui dit brutalement Laurent, j'espère que nous dormirons ce soir. Ces enfantillages-là ne peuvent durer. » Thérèse lui jeta un coup d'œil grave et profond. « Tu comprends, continua-t-il, je ne me suis pas marié pour passer des nuits blanches. Nous sommes des enfants. C'est toi qui m'as troublé avec tes airs de l'autre monde. Ce soir, tu tâcheras d'être gai et de ne pas m'effrayer. » Il se força à rire sans savoir pourquoi il riait. « Je tâcherai, reprit sourdement la jeune femme. Telle fut la nuit de noces de Thérèse et de Laurent.